Bonjour tout le monde, je suis extrêmement contente d'être ici avec vous aujourd'hui. De un, parce que c'est des gens aussi avec qui j'ai pas l'occasion souvent de discuter et d'échanger le milieu du loisir, entre autres. Donc, je suis souvent avec les gens du milieu sportif, mais je suis vraiment contente de voir que plusieurs personnes ici des municipalités, des services de loisirs, des URLS. Donc, c'est super intéressant pour moi, de un, de vous exposer qu'est-ce que nous, on connaît en sport, mais surtout de voir quelles sont vos préoccupations et comment nous, avec l'expertise qu'on a, bien, on est capable de vous aider avec certaines pistes de réflexion ou avec certaines solutions peut-être pour ce que vous vivez dans vos milieux à vous. Donc, on s'est fait présenter un petit peu. Ah, oui, merci. Bon, bien là, je pourrais être mobile parce que je suis enseignante aussi, je suis professeure à l'Université Laval. Donc, j'aime bien me promener quand j'enseigne, donc ça fait partie de moi. Je m'appelle Sylvie Parent, je suis titulaire de la chaire Sécurité et intégrité en milieu sportif et je fais de la recherche sur cette thématique-là depuis 20 ans cette année. Donc, c'est exclusivement mon sujet de recherche. Je travaille à l'international avec plein d'autres personnes, d'autres chercheurs. C'est un milieu qui est de plus en plus dynamique et c'est une préoccupation qui est systémique dans le monde. Donc, ce n'est pas qu'une préoccupation qui est au Québec. Plein de chercheurs à travers le monde, plein de pays. Le Comité olympique se positionne, investit des sous dans cette question de l'intégrité puis de la protection des athlètes, entre autres. Donc, c'est pas seulement un truc qui se passe au Québec, ça se passe partout. Je suis accompagnée de quelqu'un qui m'est cher, Émilie Bellé-Ranger, qui est depuis 1 an coordonnatrice à la chaire avec nous. Elle a une vaste expertise au niveau de l'intégrité au sein de la DSLS. Donc, c'était sa place il y a un peu moins d'1 an. Donc, elle est jointe nos rangs. On est bien contente. Et je suis avec aussi Jacqueline, qui va aussi présenter, qui est de l'ISQ, donc l'Institut de la statistique du Québec, avec qui on a fait des partenariats pour peut-être qu'elle pourra le présenter davantage pour documenter la problématique au Québec. Donc, trêve d'introduction. Aujourd'hui, on va vous parler de recherche pour commencer. C'est sûr que c'est notre expertise, donc c'est là-dessus qu'on va vous éclairer le plus possible, on espère. Ce sont davantage comment je dirais ça, des thématiques de base. Donc, qu'est-ce que c'est les définitions? Qu'est-ce qu'on entend par violence? Est-ce que c'est fréquent au Québec ou même ailleurs? Et c'est quoi les facteurs qui sont associés à ces problématiques-là? Et aussi les répercussions. Donc, c'est comme une base à savoir puis à comprendre. Et à partir de là, bien, on met la table ensemble en ayant un peu les mêmes compréhensions de qu'est-ce que sont ces problématiques. Peut-être que ça va vous allumer des lumières aussi, puis vous allez voir à faire peut-être certains parallèles avec qu'est-ce que vous vivez dans vos propres milieux. Et là, c'est très sport. Pourquoi? Parce qu'on a très peu de données sur le loisir. Donc, il va y avoir un intérêt aussi à voir quelles sont les problématiques qui sont vécues dans le milieu du loisir. Donc, c'est normal que vous allez avoir ici plus d'éléments en lien avec le sport, mais il va falloir voir comment ça se transpose pour vous dans votre milieu, pour ceux qui viennent du loisir. Donc, vous entendez sûrement de plus en plus la notion de safe sport. Est-ce que c'est un terme qui revient dans ce que vous entendez? Oui. Qu'est-ce que ça sonne pour vous, le mot safe sport? Ça veut dire quoi? Pas personne qui veut se lancer? Il n'y a pas de mauvaise réponse, là. On essaye comme de réfléchir ensemble. Safe sport. Sport sécuritaire. Ça réfère à quoi? La sécurité par rapport à quel phénomène, par exemple? On peut parler dans le loisir aussi. Ça pourrait être le loisir sécuritaire. Puis, est-ce que c'est un peu la même notion pour tout le monde? On fait beaucoup référence à la violence, aux abus. Souvent, on utilise ces termes-là, abus, violence, harcèlement. Mais le sport sécuritaire, c'est pas que ça.
Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on le voit dans une perspective plus globale. C'est sûr que ça réfère souvent à cette terminologie-là, mais le fait aussi de le voir dans une perspective un petit peu plus globale, ça nous permet aussi de voir comment on peut mieux prévenir ce phénomène-là et d'autres éléments qui sont peut-être plus problématiques dans notre système. Donc, je vais un peu aborder la question du safe sport ou du sport sécuritaire. Puis, par la suite, je vais plonger plus particulièrement sur la violence parce que c'est la thématique d'aujourd'hui. Donc, les définitions, les formes de manifestation, l'ampleur et la prévalence et les conséquences qu'on répertorie dans la littérature scientifique. Et Émilie va prendre le micro ensuite pour vous partager les réflexions au niveau de la prévention. Donc, voici un peu notre plan de match pour les prochaines minutes. Donc, récemment, ça a été, je dirais, théorisé dans la littérature scientifique à quoi ça réfère le safe sport. Puis, la notion que les gens apportent, c'est souvent ce que monsieur disait au fond, la notion d'abus, de harcèlement. Donc, comment on prévient ces phénomènes. Par contre, on se rend compte que quand on questionne les gens sur qu'est-ce que c'est le safe sport, les acteurs, les différents acteurs du milieu, les gens n'ont pas juste en tête nécessairement la violence, mais aussi toutes d'autres composantes qui peuvent venir avoir une répercussion sur la sécurité et l'intégrité. Donc, si on est capable aussi d'agir en prévention sur chacune de ces dimensions-là, bien là, on devient encore plus gagnant. Donc, il y aurait techniquement, conceptuellement, 3 notions différentes de safe sport. La première, c'est celle qui est plus évidente pour nous tous aujourd'hui, dont on a parlé, c'est la sécurité relationnelle. Donc, tout ce qui a trait à la prévention de la maltraitance, du harcèlement, des abus et de la discrimination. Ça serait une partie. Il y a une partie qui est l'optimisation du sport. Donc, comment on peut faire pour rendre notre sport basé sur des droits humains, un sport inclusif, accessible à la plus grande partie des gens, qui soit éthique aussi. Donc, ça, c'est une autre partie aussi qu'on peut considérer comme étant du sport ou du loisir sécuritaire. Et la troisième bulle, dont les responsables de la DSLS travaillent aussi sur cette question-là, c'est la question de l'environnement physique sécuritaire. Donc, la sécurité de l'environnement et des pratiques. Donc, on parle de l'antidopage, qu'on parle de la prévention des blessures, des commotions cérébrales, de l'équipement, etc., etc. Donc, ce qu'on se rend compte, pourquoi je vous présente ça aujourd'hui, c'est que souvent, ces problématiques-là ont les mêmes racines. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes à cibler lorsqu'on parle de prévention parce qu'on a l'opportunité peut-être d'agir sur l'ensemble de ces problématiques-là quand on vise des sources communes à ces problématiques. Donc, bien sûr, pour aujourd'hui, comme je le disais, je vais me concentrer sur la violence, mais sachez qu'il y a aussi une perspective un petit peu plus large à cette notion-là de sport sécuritaire et d'intégrité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai absolument y répondre par la suite. Bon, on parle de violence. Qu'est-ce que c'est la violence? C'est sûr que, mettons que je recule, est-ce que, en levant la main, qui perçoit la violence souvent comme étant une composante physique? D'emblée, là. Tu sais, on voit plus le fait de se faire frapper, par exemple, qu'il y a une composante physique. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous conceptualisiez la violence de prime abord? Oui, un peu. Ça dépend des personnes. Donc, c'est souvent le réflexe qu'on a quand on utilise le mot violence. On voit la dimension physique de la violence. Par contre, déjà en 2002, avec l'Organisation mondiale de la santé, ils se sont assis avec plusieurs experts pour déterminer quelle était la définition de qu'est-ce que c'est que la violence et qu'est-ce que ça représente. Et on en est venu à la conclusion suivante, et c'est une définition qui est énormément utilisée dans la littérature scientifique maintenant. En fait, ça représente la menace ou l'utilisation intentionnelle de la force physique, bien sûr, mais aussi du pouvoir contre soi-même. Donc, je peux, contre moi-même, faire de l'automutilation ou tenter d'attenter à ma vie. C'est une forme de violence dirigée contre soi. Donc, ça rentre dans la définition. Contre autrui, donc c'est une forme de violence qu'on appelle la violence plus interpersonnelle. On peut parler de l'intimidation, de l'abus, du harcèlement, etc. Et aussi contre un groupe ou une communauté. Si on parle d'hooliganisme, par exemple, chez les spectateurs, mais c'est une forme de violence collective. Donc, il y a un groupe derrière.
Et ça, ces formes-là risquent fortement d'entraîner ou entraînent un traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, un mal-développement ou des privations. Ça veut dire qu'il y a aussi cette dimension-là de « ça a des répercussions ». Il y a un geste de nature physique, sexuelle, psychologique, de l'ordre de la négligence, qui entraîne ou a la possibilité d'entraîner des problématiques chez les personnes qui le vivent. Basé par rapport à cette définition-là, ensuite, on voit différentes terminologies. Je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous êtes un peu perdus. C'est quoi la différence entre abus, harcèlement, intimidation, négligence? Est-ce que je file la salle ou ça a du sens, qu'est-ce que je dis? Qu'on peut être perdu à travers toutes les terminologies disponibles et utilisées. Mais vous avez raison d'être mélangés. Puis cette diapo-là vient un peu peut-être expliquer pourquoi des fois on est mélangé, puis nous donner un peu plus de guidelines. C'est que la violence, c'est comme un terme parapluie. C'est un terme englobant dans lequel, en fonction du type de violence qui est vécue ou en fonction de la nature de cette violence-là, on va utiliser des termes différents. Si, par exemple, on parle dans certaines, je dirais, situations d'une personne en position d'autorité sur un jeune mineur, on va parler de termes utilisés souvent, on va appeler les abus, la maltraitance. Quand on parle des jeunes qui ont de la violence un envers l'autre dans un contexte scolaire, par exemple, on va utiliser des fois le mot « bullying », « intimidation », c'est un mot qui va revenir. Si on parle de violence dans le contexte des initiations sportives, on va parler de bizutage ou de hazing en anglais. Donc, chaque forme, qu'elle soit physique, sexuelle, psychologique ou de l'ordre de la négligence, dépendamment du contexte, et ce contexte-là, c'est soit qui est le groupe ciblé et quelle est la nature de la relation entre les gens, on va voir une diversité de terminologies qui vont apparaître pour nommer ce phénomène-là. Le cyberbullying, c'est l'intimidation en ligne. Donc, ça, dépendamment de son contexte, ça a un nom particulier. C'est pour ça que vous voyez différentes terminologies. Et qui peut poser les gestes de violence en sport? Il y a plusieurs personnes qui sont documentées. Bien sûr, vous voyez souvent les entraîneurs, mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas les entraîneurs qui sont les personnes qui posent le plus souvent des gestes envers les athlètes. C'est plutôt entre les athlètes eux-mêmes que les fréquences sont plus élevées. Il y a aussi les parents, beaucoup moins documentés, qui peuvent avoir des formes de violence envers leurs enfants, mais spécifiques au contexte du sport. On va le voir tantôt. Les pairs, donc les adversaires et les coéquipiers. Les équipes médicales, paramédicales, on a vu avec le cas de Larry Nassar aux États-Unis, qui a fait plus de 250 victimes, jeunes gymnastes, au niveau de la violence sexuelle. C'était un médecin d'équipe. Donc, il y a aussi des gens qui peuvent poser ces gestes-là, et je dirais qu'on n'est pas très, très avancé dans nos connaissances sur qui sont les personnes qui posent les gestes, un peu en dehors des entraîneurs puis des athlètes eux-mêmes. Donc, ce qui fait aussi que c'est ça qui est mis de l'avant aussi dans les médias, c'est ça. Donc, ça a des enjeux sur ce plan-là aussi. Maintenant, chacune des formes de violence peut être différente dépendamment de sa nature. Donc, quand on parle de violence sexuelle, c'est assez large. On ne parle pas seulement que d'abus sexuels, on a une espèce de continuum de divers types de gestes qui peuvent survenir. Et la définition qui est ici englobe l'ensemble de ces formes. Donc, la violence sexuelle a été définie, entre autres, par le Center for Disease Control, donc aux États-Unis, avec divers experts, et c'est à ce jour celle qu'on considère comme étant très solide au niveau de la définition. C'est un acte sexuel qui est commis ou tenté par une autre personne sans le consentement libre de la victime ou contre une personne qui n'est pas en mesure de consentir ou de refuser. Qu'est-ce que ça veut dire, une personne qui n'est pas en mesure de consentir? Pardon? Pas en état, ça peut référer à quel exemple, par exemple? Position d'autorité. Un handicap, mettons, sur le plan intoxiqué par l'alcool, un handicap particulier qui ne permet pas à la personne de comprendre qu'est-ce qui se passe dans une situation particulière. Important aussi, dans une relation d'autorité, quand il y a un mineur. Donc, un jeune de moins de 18 ans qui
avec lequel il y a une position d'autorité avec une autre personne, bien, ici, le consentement ne peut pas s'appliquer de façon légale là, au Canada. Donc, il faut faire attention à cette question-là aussi. Fait que la définition reste assez large. Elle inclut tout ce qu'on appelle le harcèlement sexuel, là, les blagues à connotation sexuelle, le fait de siffler quelqu'un, par exemple. Donc, c'est assez vaste comme définition. La violence physique, on dirait que c'est souvent la plus évidente, là. La violence physique est définie comme toute action de nature physique, bien sûr. Nécessairement, il doit y avoir un contact physique qui est fait, qui compromet évidemment l'intégrité physique. Donc, si je subis de la violence physique par mes parents ou dans le contexte sportif, bien, ça va probablement avoir des répercussions physiques, mais ça a aussi des répercussions psychologiques et émotionnelles. Donc, il ne faut pas non plus évacuer cette partie-là d'impact chez la personne qui vit de la violence physique. La violence psychologique, elle est aussi un peu plus vague. Donc, la violence psychologique est définie comme étant des actes qui incluent la restriction de mouvement, le dénigrement, les menaces, la discrimination, la ridiculisation ou toute forme non physique de traitement hostile ou de rejet. Fait que c'est assez vaste et vous allez sûrement vous dire « Ouais, mais ça se manifeste comment en loisirs et en sport? » Donc, on va vous donner quelques exemples que nous, on a documentés qui pourraient peut-être vous parler un petit peu plus qu'une définition un peu plus floue comme celle-là. Maintenant, la négligence, c'est bien important de comprendre que cet aspect-là de négligence ne s'applique pas à tous les athlètes et tous les contextes et toutes les conditions. Nous, ce qu'on suggère, c'est de l'utiliser quand il y a un contexte de dépendance, donc il y a une personne en position d'autorité avec un mineur, et que la personne en position d'autorité joue le rôle parental, par exemple, dans un camp d'entraînement où la personne est ailleurs aussi avec quelqu'un et s'en occupe jusqu'à un certain point. Donc, en fait, c'est l'échec de procurer un environnement favorable au développement de l'enfant. Cet échec cause, en fait, la grande probabilité de causer un tort à la santé de l'enfant et à son développement. Et ça inclut l'échec de superviser et de protéger adéquatement l'enfant dans des préjudices autant qu'il est possible de le faire. Donc, c'est comme si on est dans une situation où on a la responsabilité d'agir adéquatement pour le développement de l'enfant, mais qu'on ne le fait pas. Comment ça se manifeste en contexte sportif? Donc, ici, je vous recommande la lecture que vous avez ici en bas, qui pourrait être intéressante pour vous parce que ce qu'on a fait, c'est on a répertorié l'ensemble des manifestations qu'on trouve en milieu sportif pour chacune des formes de violence, parce que je ne pouvais pas le faire ici, c'est beaucoup trop gros, beaucoup trop chargé. C'est un article qui est public, donc vous pouvez aller le downloader sans frais du tout. Et vous allez voir que les manifestations qu'on a documentées en sport sont quand même assez, je dirais, caractéristiques de ce qu'on voit à l'extérieur du sport, mais pour certaines, sont très particulières au contexte. Donc, quand on parle de violence physique, secouer, pousser, gifler, frapper avec un objet dur. La violence sexuelle, les relations sexuelles ou les tentatives de relations sexuelles qui sont soit non consentantes ou dans lesquelles il y a une position d'autorité, donc on ne peut pas invoquer le consentement. Caresses, toucher, exhibitionnisme, voyeurisme, ça rentre aussi dans cette définition-là. Filmer ou diffuser des images, on en a déjà entendu parler dans des vestiaires sportifs, entre autres. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certaines personnes. Ce sont des choses qui ont été répertoriées. La violence psychologique, terroriser, menacer, c'est un peu les mêmes éléments dont on vous a parlé tantôt. Et là où on a une distinction importante, c'est quand on parle de sport, on assiste à ce qu'on appelle de la violence instrumentale. C'est quoi pour vous de la violence instrumentale? Qu'est-ce que ça veut dire? Utiliser quelqu'un d'autre pour poser des gestes? C'est un excellent exemple. Il y a un but visé par le fait de faire ça. Right? La violence instrumentale, c'est un peu ça. C'est qu'il y a un but derrière. On utilise cette violence-là sans nécessairement s'en rendre compte ou sans nécessairement le savoir que c'en est pour augmenter la performance, pour nuire aux opposants, pour atteindre un poids idéal,
pour. Donc, il y a un but précis. Et dans la majorité des cas, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui posent ces gestes-là ne sont pas nécessairement conscients qu'ils posent des gestes de violence. Donc, c'est ce qu'on appelle la violence instrumentale. Donc, des exemples de ça, forcer un athlète à se doper. Bon, on connaît toutes Mme Geneviève Janson avec son histoire. Forcer un athlète à s'entraîner, blessé malgré un avis médical contraire. Donc, il y a une commotion, par exemple, puis là, il y a un avis médical, puis là, le coach est comme « tu joues pareil ». Ça, c'est une forme de violence instrumentale. S'engager dans des méthodes malsaines pour atteindre un poids idéal. On a vu plein de cas avec la natation synchronisée où on avait ces techniques-là pour faire en sorte que les jeunes restreignent leur poids ou commettent des actes de violence, comme un peu l'exemple que vous avez mentionné. Ce n'est que quelques exemples, mais c'est très particulier au milieu sportif. Et ce qui serait important aussi, c'est de documenter ça en loisir. Qu'est-ce qui se passe qui est beaucoup plus spécifique au milieu du loisir qui pourrait être répertorié dans ces catégories? Maintenant, vous allez dire, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que ça arrive souvent dans nos milieux? Ici, ce que je vous présente, vous êtes chanceux, ce n'est pas publié encore, ça devrait sortir bientôt. C'est le consensus sur le Comité international sur le Safeguarding Athletes. Donc, je suis une des expertes qui siège sur la rédaction de ce document-là, qui va servir à toutes les fédérations internationales de base au niveau des définitions à utiliser, des manifestations, quelle est la prévalence, etc. Donc, ce qu'on a répertorié dans les études de prévalence, c'est que de façon générale, ce qui est rapporté dans diverses études, quelqu'un qui a vécu au moins une forme de violence, c'est 44 à 86 % des athlètes, dépendamment des études. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même plusieurs jeunes personnes et adultes qui ont déjà vécu de la violence en contexte sportif. Et quand on le décortique en fonction des types de violence, c'est ce qu'on obtient. Quand on parle du harcèlement sexuel, on a des variations extrêmement grandes. Puis je vais vous expliquer un peu pourquoi, si j'ai du temps. Les abus sexuels, beaucoup plus faibles, évidemment, 0,5 à 12 %. Violence physique, 4 à 66. Encore là, on a beaucoup de variabilité. Violence psychologique, c'est la plus fréquente. Ça, il faut se dire ça, c'est extrêmement important. C'est la forme la plus fréquente. Elle mérite énormément d'attention. Et pourquoi elle mérite énormément d'attention? Parce qu'on est en train de voir que les athlètes qui vivent d'autres formes de violence rapportent souvent aussi avoir vécu de la violence psychologique et que même, on va jusqu'à penser que la violence psychologique serait un terreau fertile pour la vulnérabilité et la revictimisation versus d'autres formes de violence. Fait que targeter juste, excusez-moi l'anglicisme, une forme de violence, ce n'est pas la solution. Je pense qu'il faut que ça soit multiple. Et quand on parle de négligence, on a beaucoup moins d'études. On parle de 27 % à 69 %. Pourquoi, selon vous, ça varie autant, ces chiffres-là? Pour la définition. Excellent point. C'est-tu ce que vous alliez dire? La perception des gens versus définition. La perception de ceux qui remplissent le questionnaire? Oui. OK. Ceux qui créent aussi la violence, là, ils peuvent se dire, ben non, c'est pas violent, je fais ça pour régler. C'est un excellent point. Donc, premièrement, la définition. Donc, toutes les études n'ont pas toutes les mêmes définitions. Il y en a qui apprennent très restrictives, il y en a qui apprennent très, très larges. Ça, c'est un facteur qui explique la variance. Il y en a qui vont aller étudier les adultes en leur posant des questions sur qu'est-ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes. Donc là, on n'a pas la même chose qui se passe. On a bien plus de chances d'avoir des biais de mémoire, par exemple. On a aussi plus de chances de répertorier des formes de violence quand on a une grande carrière devant nous, versus on questionne des jeunes de 14 ans qui ont peut-être une expérience sportive plus restreinte. Donc, on a des chiffres qui varient dépendamment aussi de l'échantillon qu'on questionne. Et aussi, dans les questionnaires, on ne pose pas toujours les questions de la même façon. Donc, il y en a qui vont questionner en disant « As-tu déjà subi des abus? » Mais il y a plein de monde, et on sait qu'il y a de la normalisation dans le milieu. Donc, il y a beaucoup moins de monde qui vont répondre « oui » à ça, et surtout les garçons. Donc, c'est ce qu'on constate aussi, entre autres au niveau de la violence sexuelle. Donc, certains outils, comme ceux qu'on a développés, on a préféré y aller avec des trucs plus factuels. As-tu déjà eu
vécu telle chose. Et nous, on sait ça réfère à quoi, mais on n'ajoute pas cette perception-là chez les gens. Et il faut savoir aussi que c'est un domaine de recherche qui est assez jeune, la prévalence. Il y a juste quelques pays à travers le monde qui le font actuellement. Là. On a très peu de données à plein d'autres endroits que l'Amérique. On a beaucoup de trucs Amérique du Nord, Europe, mais autrement que ça, on n'a presque aucune donnée. Je prends vraiment beaucoup de temps présentement. Hein? Je suis désolée, je l'avais dit quand je m'emporte, mais je vais finir rapidement. Les facteurs de risque individuels, c'est ce qui a été le plus documenté. Donc, c'est plus les filles, c'est plus les gars, c'est plus le sport de haut niveau, de plus faible niveau, les groupes des minorités, est-ce qu'ils sont plus à risque? Donc, vous voyez un peu ce qu'on a en recherche présentement. Et la lacune importante, c'est le fait qu'on documente encore très peu les facteurs de risque, je dirais, relationnels, organisationnels et sociaux. Et ça, c'est des facteurs qu'on ne peut pas beaucoup changer. On ne peut pas changer le genre de quelqu'un, on ne peut pas changer le fait que quelqu'un a un handicap. Donc, en termes de prévention, il va falloir aller plus loin et être capable de documenter plus ces facteurs-là pour pouvoir avoir une action concrète sur des facteurs modifiables. Et je terminerai avec les répercussions. Là, c'est un peu chargé, mais vous allez comprendre le sens. On a quelques études depuis quelques années qui ont aussi regardé c'est quoi les associations entre le fait de vivre de la violence en contexte sportif et les répercussions que ça pourrait avoir, en fait, des indicateurs de santé mentale, entre autres, à l'âge adulte. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que dans la majorité des études, dont celle-ci qu'on a sortie, on voit des associations claires avec une plus faible estime de soi, des symptômes de détresse psychologique et des symptômes de stress post-traumatique plus élevés. C'est vraiment une association. Et ceux qui ont vécu plus d'une forme de violence vont rapporter de la symptomatologie plus sévère. Donc, ça, c'est important à comprendre. Et l'autre type de répercussion, on dit, ben oui, chez l'individu, c'est correct, ça amène des répercussions, mais il y a aussi d'autres types de répercussions, je dirais, plus systémiques. Donc, la santé physique et mentale, on le dit, l'abandon et la performance compromise. Mais ça, on ne veut pas ça non plus. Tu sais, dans le sport, on veut garder les jeunes, dans le loisir aussi, on ne veut pas qu'il y ait des expériences comme ça qui font en sorte qu'ils vont quitter ou qu'ils vont changer de sport. Des impacts aussi sur les institutions sportives / de loisirs. Vous êtes très bien placés pour savoir que ça peut aussi avoir des impacts sur vous et vos organisations. Et pour moi, le dernier point, le plus important, mon Dieu, ça a de l'impact sur comment le sport peut jouer un beau rôle, puis de la façon qui est fait et qui pourrait être fait, pourrait nous amener à remplir ce rôle-là qu'on veut lui donner à ce sport-là. Donc, quel est le véhicule dans lequel on veut amener nos jeunes? Parce qu'il y a comme la présomption de le sport est bon, c'est bon pour tout le monde, oui, mais pour certains, non. Donc, c'est la qualité de ce qui est fait dans ce sport-là ou dans ce loisir-là qui est important. Donc, je vais laisser la place à Émilie. Je suis désolée, si vous avez des questions, je pourrais les prendre tantôt. Tiens, madame. Merci, Sylvie. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression que je m'entends comme en double un peu. Ma présentation, en fait, va faire le pont entre ce que Sylvie a présenté et ce que mon ancienne collègue Audrey-Anne a présenté tout à l'heure. Donc, c'est une espèce de wrap-up un peu de tout ça. Je vais poursuivre aussi sur ce qu'Audrey-Anne a présenté quand elle nous présentait le continuum de l'intervention, mais appliqué à ce qu'on connaît là, en violence interpersonnelle en contexte sportif. Évidemment, j'ai cliqué du mauvais côté. Donc, ce que je vous présente ici, en fait, c'est tiré du mémoire qu'on a présenté lors des consultations publiques et audiences publiques dans le cadre du projet de loi 45 qui visait à modifier la loi sur la sécurité dans les sports. Ce modèle-là, là, le document, en fait, il est disponible à la fois sur le site de l'Assemblée nationale et sur notre site web aussi à la chaire, donc vous allez pouvoir vous y référer. J'ai mis la citation juste en dessous, mais allez sur notre site web et vous allez trouver quand même assez facilement. Alors, cette image-ci vise à vous schématiser, en fait, la prévention en sport, la prévention de la violence. Sylvie, elle nous en a parlé tout à l'heure. La violence, c'est quand même assez complexe. Il y a différentes formes de violence. Hein, il y a la violence psychologique, sexuelle, physique, la négligence. Elle nous a parlé aussi un peu de polyvictimisation, des fois
du fait qu'on peut avoir de la violence psychologique est comme un peu une porte d'entrée à vivre d'autres formes de violence, de se revictimiser. Donc, il y a un aspect aussi qui est quand même complexe à cet égard-là. On a l'individu, on a aussi, l'individu, en fait, évolue dans une équipe sportive, qui évolue, en fait, dans une association régionale, qui est dans une fédération provinciale, nationale. Donc, il y a aussi différents environnements. Donc, ça met quand même une certaine complexité à la violence. Hein, vous conviendrez que c'est pas évident de prévenir la violence. On ne peut pas penser, avec une seule mesure, régler cette problématique-là. Je ne peux pas dire, on va faire la formation sur les officiels ou la formation sur les entraîneurs, puis après ça, tout va être réglé. Il n'y en aura plus de violence. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, le schéma ici en avant vise, en fait, à vous montrer qu'il y a différentes actions qui doivent être planifiées, mises en œuvre, pour agir tant sur les personnes que sur les environnements et à différents niveaux. Chaque petite bulle là, bleu pâle, en fait, représente des actions qu'on pourrait mettre en place. Là, évidemment, nous, on en avait écrites 2, étant donné que c'était dans le cadre du projet de loi 45, et c'était pour, en fait, illustrer que le projet de loi il est super intéressant. C'est un excellent projet de loi qui vise, en fait, la vérification des antécédents judiciaires, le protecteur en intégrité, mais qu'il faut aller plus loin aussi dans les actions. C'est correct sur le plan d'une réglementation, mais dans un plan d'action, il faudrait quand même aller plus loin dans des formations, tout ça, en suivant différents niveaux de prévention et aussi de promotion. Juste pour vous rassurer, c'est pas un cadre là, qu'on a mis en place en brainstormant avec nous-mêmes à la chaire à l'Université Laval. On se réfère quand même à des écrits là, de l'INSPQ, notamment là, l'Institut national de santé publique, qui est quand même un centre collaborateur de l'OMS. Donc, on a vraiment des assises là, théoriques là, derrière ces modèles-là. Hey, j'ai cliqué du bon côté. Quand on parle de promotion, la promotion, ça réfère à s'assurer que les comportements qui sont attendus se reproduisent. Donc, c'est promouvoir les comportements qu'on souhaite observer. Donc, encourager et favoriser des comportements adoptés. Exemple, des campagnes qui encouragent l'esprit sportif, des formations qui visent à développer des compétences de communication ou d'application de saines disciplines. Comment bien discipliner nos athlètes pour éviter de devoir crier après nos athlètes, pour éviter de devoir les humilier. Donc, au lieu juste de former les gens sur quoi ne pas faire, mais les former sur quel comportement adopter. Donc, ça, c'est de la promotion. Tantôt, Audrey-Anne nous parlait de sensibilisation, nous parlait d'information, formation, éducation, tout ça. Mais quand on parle de campagne pour encourager l'esprit sportif, on est vraiment dans la sensibilisation. Si après ça, on nomme les différentes formes d'esprit sportif, le respect des différents éléments, là, on va être vraiment dans l'information. Donc, on peut agir de différentes façons. Je vous disais, former, en fait, les entraîneurs sur les compétences à développer, là, on est vraiment dans les changements de comportement. Donc, c'est pas juste de leur donner des informations, mais c'est de leur donner des outils pour adopter des comportements qu'on souhaite voir dans nos milieux. Puis là, je parle entraîneur, là, mais ça peut être l'intervenant dans votre centre de loisirs, ça peut être l'animateur de camp, le chef de camp, ça peut être l'éducateur spécialisé, le prof d'éducation physique, peu importe votre milieu. Quand on parle de formation, on parle vraiment des personnes qui interviennent auprès de nos jeunes ou des gens qui, j'aime pas le mot, utilisent les services, là, mais qui font du loisir et du sport, donc les pratiquants. Là, une fois qu'on a fait la promotion, ça se peut qu'il y ait encore des comportements malheureusement, qui sont inadéquats et qu'on veut contrer. Donc, on peut agir en prévention primaire. La prévention primaire, c'est agir en amont aux événements. C'est avant que l'événement ne survienne. Qu'est-ce qu'on met en place d'emblée dans nos organisations pour éviter que ces comportements-là arrivent? Donc, les campagnes de sensibilisation pour montrer aux gens, la violence, oui, ça existe. Il y en avait une, d'ailleurs, qui avait été mise en place par le ministère de la Famille il y a quelques années sur la violence envers les officiels, la cyber-intimidation des parents envers les officiels en sport. Mais ça, c'est pour éveiller les consciences, pour dire aux parents, ça, on ne veut pas voir ça sur nos terrains, on ne veut pas voir ça dans nos municipalités l'été, hein, aux abords de nos terrains de soccer, de nos terrains de baseball également. C'est de mettre en place des politiques. Là, je suis pas mal certaine que vous en avez dans vos organisations.
des politiques, des codes de conduite, des codes d'éthique qui expliquent qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qu'on ne veut pas voir, les sanctions qui vont être aussi mises en place si de tels événements ont lieu. Des formations aussi sur la violence interpersonnelle. Mais là, une fois qu'on a fait de la promotion, qu'on a fait de la prévention primaire, mais c'est quand même un phénomène qui est complexe. Ça se peut qu'il y ait encore de la violence qui survienne. Mais une fois que l'événement survient, comment qu'on agit? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la prévention secondaire. C'est-à-dire, une fois que l'événement survient, comment qu'on agit? Tu sais, en prévention des blessures, c'est super simple quand même. On peut le voir facilement, le comprendre plus facilement. Mais quelqu'un se blesse, bien, c'est d'intervenir. On a un athlète qui s'est fait une entorse à la cheville. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir l'athlète, on va probablement lever sa cheville, mettre de la glace, lui demander de se reposer, appeler les parents. Ça, c'est de la prévention secondaire. Comment qu'on intervient? Bien, en violence, désolée, j'avais un cheveu. En violence, ça va être vraiment de mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes, d'appliquer les sanctions aussi qu'on avait prévues dans nos codes de conduite. Parce que c'est pas tout d'avoir une politique, c'est pas tout d'avoir des codes de conduite, mais il faut les appliquer. C'est la même chose avec nos règles de jeu. On a des règles de jeu. Quand les gens ont des comportements qui débordent des règles, il faut appliquer les sanctions. Juste m'assurer que j'ai tout dit, parce que je m'emballe un peu. Puis ensuite de ça, il y a la prévention tertiaire. Bien là, on a fait de la promotion, on a fait aussi de la prévention primaire pour s'assurer de bien mettre en place les éléments pour pas que les événements surviennent. Mais il y a des événements qui sont survenus, on a intervenu. Maintenant, a posteriori, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prévenir la récurrence, s'assurer que ça ne recommence pas ces événements-là, et éviter aussi les conséquences à long terme. Là, on peut agir autant auprès des personnes qui ont perpétré ces gestes-là que les personnes qui ont subi ces gestes-là. Il faut quand même garder en tête qu'il faut accompagner, oui, la personne qui est victime, mais aussi la personne qui a commis les gestes. D'autant plus si c'est des gens qui sont appelés encore à travailler comme des entraîneurs ou des animateurs ou des éducateurs spécialisés, et encore plus si c'est des personnes mineures, pour leur donner des outils sur la bonne façon d'intervenir. Donc, c'est de les accompagner. Et aussi d'accompagner la personne une fois qu'elle a déposé une plainte, mais c'est comment que la personne va réintégrer son groupe. Tu sais, des fois, on n'y pense pas beaucoup à ça. Mais une fois que, mettons, un athlète a déposé une plainte, même si le processus est confidentiel, ça se peut qu'à un moment donné, entre les jeunes, il y a des informations qui se disent, une information qui fuit, puis là, les jeunes peuvent ou juste questionner pour savoir c'est qui a déposé une plainte, tout ça. Mais comment qu'on fait pour intégrer ce jeune-là? Comment qu'on fait pour lui faire une place? Bien, ça, c'est de la prévention tertiaire. Hey, je vous ai comme fini ça, là. Mais...